Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et je vais commencer directement par une merveille. Ah ouais, d'entrée de jeu, je vais frapper très très fort, enfin surtout pour les plus âgés d'entre vous je pense. Ça va faire rire ma sœur également d'ailleurs. Il s'agit d'un objet que j'ai reçu récemment, un achat récent et intelligent. Alors là vraiment celui-là, alors là, récent oui, et alors intelligent, rarement la case n'aura été cochée avec autant de justesse. Il s'agit d'une reproduction de J.R. Ewing, mon anti-héros préféré. Vous voyez pas très bien, mais et puis là, je crois qu'elle fait pas bien la mise en point, mais je vais vous mettre une photo de la chose à côté. Vous allez voir un petit peu. Déjà, c'est totalement accurate. J'étais super étonné, mais la tête est super réussie. Et surtout, je vous laisse apprécier la chose. Oh mon dieu, putain, je me fais peur. Donc voilà, j'étais très content, mais ouais, de cet achat. J'enchaîne directement avec les choses vues récemment. J'ai vu Une femme en jeu sur Netflix. Histoire vraie d'une candidate de jeu façon tournée manège et qui s'est retrouvée à sélectionner un candidat qui était un tueur en série. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je pense que le pitch il est là. C'est réalisé par une jeune nana et franchement c'est très bien. C'est un peu scolaire, j'ai trouvé. J'aurais aimé que ça, comment dire, que ça appuie un peu plus sur le passé du mec. Là vraiment c'est pas très long, hein. Je sais plus combien de temps ça dure, mais bon c'est vraiment pour chipoter. C'est quand même très bien. L'actrice est excellente. Très bon moment passé à regarder ça. Par contre, on n'est pas du tout au niveau de trucs style Dahmer, Menendez, etc. Hein, attention. Mais franchement, c'est bien quand même. J'ai vu également le film Subservience. Alors, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, hein, avec Megan Fox, un film qui rappelle un peu, enfin c'est un mix en fait, on va dire entre Megan et l'IA du mal, je crois que ça s'appelait. Voilà, où il s'agit d'une femme androïde qui est dotée d'intelligence artificielle et doit aider les gens, voilà, sur mille choses dans leur vie. C'est le prototype d'une société étrange, machin. L'android est interprété par Megan Fox, voilà. Mais bon, sincèrement, elle est très bien. Je dis franchement, pour dans ce rôle en tout cas, elle fait carrément le boulot, quoi. Et il y a même des scènes assez couillues, scènes de violence notamment. J'ai été agréablement surpris. Donc c'est pas une reco de ouf, mais si vous voulez vous détendre un soir devant un film qui est vraiment pas con non plus, enfin c'est pas ambitieux quoi. Mais par exemple j'ai préféré ça à l'IA du mal, ça c'est sûr. J'ai même vu passer des commentaires sur Twitter qui disaient que c'était mieux que Megan. Alors pour moi c'est quand même un peu différent, et puis j'ai beaucoup aimé Megan. Donc mais bon. Il n'y a pas le même budget non plus, mais c'est très clean, hein, franchement, et ça fait pas pitié du tout. La fin, c'est un peu nawak, mais c'est ce qu'on attend en fait. C'est voilà, c'est assez jouissif, façon un peu Terminator d'ailleurs. Oh non, vraiment, passer un bon moment quoi. Donc voilà, petite surprise en passant. J'ai vu également le Robot Sauvage. Alors le Robot Sauvage, par contre, évidemment, tout le monde en parle. J'ai beaucoup aimé, c'est superbe. Contrairement à ce que je pressentais, j'ai pas été autant ému, bouleversé, enfin tu vois, j'ai pas pleuré ni rien, alors que pourtant je suis une cible facile normalement. Mais voilà, c'est vraiment un très beau film en effet. Totale recommandation, hein, le Robot Sauvage, voilà. Mais ça m'a un peu moins touché émotionnellement parlant que ce que je prédisais en fait. Voilà, je voyais les retours et je me disais oh putain, je pense que ça va me cueillir mais direct, et non. Mais c'est très bien, vraiment, j'ai beaucoup aimé, très intelligent. J'ai vu qu'il y allait avoir une suite, a priori, j'en suis vraiment navré, parce que je vois pas comment, enfin je vois pas, si bien sûr, mais le film, sa réussite pour moi, c'est qu'il est très riche, il raconte énormément de choses. On a affaire donc, faire juste le tout petit pitch,
à un robot d'aide en fait aussi. C'est un peu comme Megan Fox, mais je vous dis pas vraiment toutes ses fonctions évidemment, qui va se retrouver échoué sur une planète inconnue, enfin suite à un incident en fait. Comment dire, il va devoir cohabiter avec les animaux sauvages, hein. Et c'est très beau, voilà, il va prendre sous son aile, c'est le cas de le dire, un bébé, enfin voilà, j'en dis pas, je peux vraiment pas trop envie d'en dire, mais très beau film. J'ai vu également Beetlejuice 2, alors Beetlejuice 2, je l'ai vu très tardivement parce que bah, j'étais vraiment pas pressé de le voir, hein. J'en avais déjà parlé. Le premier Beetlejuice, moi, c'est un des très rares films de Tim Burton de première période, on va dire, qui m'a jamais vraiment beaucoup parlé. Je l'avais vu à l'époque et bah, sans plus, quoi. Alors que j'adore tout ce qu'il faisait à ce moment-là, hein. Puis oui, j'adore ses films. Puis bon, les autres, enfin pareil. Celui-là, bof. Alors, le 2, du coup, j'en attendais rien. J'ai vu que les avis étaient assez partagés, il y a ceux qui ont beaucoup aimé, le film a cartonné, et il y a ceux qui disaient c'est trop foutraque, il y a trop de persos, et paradoxalement il se passe rien, enfin bon bref. Pas faire le consensus, genre je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais moi j'ai passé un bon moment, je me suis pas fait chier. Oui, Michael Keaton, il est génial, et on le voit vraiment très très peu. Mais bon, c'était déjà le cas dans le premier, il me semble. Bon, c'est un peu frustrant parce que vraiment il est toujours... ouais, il fait un très bon perso, quoi. Sur le reste, c'est assez léger. Visuellement, c'est très beau. On retrouve quand même vraiment la patte de Tim Burton et ça fait plaisir après de longues années, enfin au moins une décennie, mais même plus en fait, où tu avais l'impression que artistiquement c'était devenu un truc pas insipide bien sûr, mais enfin, une caricature de lui-même et surtout une machine à CGI indigeste. Enfin bref, là il y a un sursaut de artistique qui fait super plaisir, donc moi je suis ravi que le film ait marché, etc. Maintenant je le reverrai jamais, c'est pas... De toute façon, cet univers-là, il me parle pas vraiment bizarrement. Ça pourrait, mais bof, quoi. J'ai vu également This is the Zodiac Speaking sur Netflix, voilà, un documentaire en je sais plus, 3 parties je crois, peut-être un petit peu plus, qui revient donc sur l'histoire du tueur, voilà, Zodiac. Et à travers beaucoup de témoignages passionnants de journalistes impliqués à l'époque, et de personnes issues de l'entourage très proche de celui qui fut le principal suspect, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu le condamner formellement, mais les soupçons étaient vraiment multiples. On va refaire l'enquête, c'est absolument génial, c'est passionnant, et assez touchant même par moments, parce que ces gens qui réalisent avec le passé, aujourd'hui c'est des personnes qui sont évidemment âgées, et qui prennent conscience voilà, qu'elles ont côtoyé et parfois même aimé vraiment un type. Mais bon, le film déjà appuyait parfaitement comme il fallait, puisque c'était l'adaptation du formidable bouquin que j'ai là-haut d'ailleurs en poche, True Crime, là, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, écrite justement par ce journaliste et qui a inspiré le film. Voilà, il n'y a plus vraiment de doute possible sur l'identité du Zodiac. On sait à ce jour raisonnablement qui c'était. Très très bon, c'est une très belle livraison de docu à nouveau. Un autre docu, Enlèvement extraterrestre à Manhattan. Ah mon dieu, en 3 parties, je crois, celui-là. Sur l'affaire de Angela, j'ai oublié son nom de famille. Enfin, cette américaine, en fait, qui a défrayé la chronique en 89 en affirmant avoir été kidnappée par les extraterrestres. Et, alors ça, à la limite, bon, elle était loin d'être la seule à tenir des propos de ce genre. Mais elle aurait été vue par une vingtaine de témoins à Manhattan, donc en plein cœur de New York, en train de léviter dans le ciel à quelques mètres de sa chambre à coucher, mais de l'autre côté du mur du bâtiment, c'est-à-dire dans le vide. Voilà. Alors donc ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Ensuite, un spécialiste autoproclamé, mais se voulant assez rigoureux, etc., en phénomènes paranormaux, extraterrestres surtout, s'était penché sur son cas, avait écrit un énorme bouquin sur elle, et puis l'a suivi toute sa vie, hein, en la défendant face aux détracteurs, etc., etc. Et la veuve de ce mec, aujourd'hui, est devenue la pire ennemie de cette femme, parce que au début elle la défendait, et tout, enfin la défendait, elle la croyait et tout, et puis elle a eu des gros soupçons, et maintenant elle sait, entre guillemets, qu'elle ment, hein, qu'elle a menti toute sa vie, tout ça c'est un hoax énorme. Et les deux se haïssent. Et donc elles sont interrogées et elles s'insultent en,
Ah putain, l'une l'autre face à la caméra, quoi. C'est assez marrant, enfin assez marrant, quelque part c'est un peu triste, quoi. Voilà, donc bon, au final, Netflix te laisse juge, mais bon, la meuf Angela dont je vous parlais, elle attaque Netflix d'ailleurs, elle va leur demander des millions de dollars de dommages, intérêts, etc., etc., parce que elle estime que le documentaire est à charge et que on lui avait certifié que ce serait pas le cas. Et on lui avait également promis que cette femme, donc qui est la veuve du spécialiste, qui la déteste, qui communique à chaque fois pour dire que c'est une menteuse, etc., n'aurait pas un temps de parole trop élevé. Or, c'est vrai que là-dessus, ils ont... Non. Au final, elles ont autant de temps de parole l'une que l'autre. Donc elle est folle de rage, elle estime que c'est contrat non respecté, machin. Et voilà, et puis surtout, elle dit que ça va nuire énormément à son image, qu'elle passe pour une folle, tout ça. Mais c'est très fun à regarder, hein. C'est pas un docu, c'est pas rigolo, mais c'est pas un truc hyper sérieux et tout. Et au final, il est assez clair quand même qu'elle a juste menti. Enfin, ce qui est assez glauque, c'est qu'elle a, dans ce cas, exploité son fils. Parce qu'à l'époque, elle avait un gamin, elle l'a poussé devant les caméras et tout, et le gamin, il a dit, ouais, moi aussi, j'ai été kidnappé par des extraterrestres. Et d'ailleurs aujourd'hui, il témoigne et il continue de défendre sa mère. Franchement, c'est chaud. En tout cas, c'était vraiment bien. Et je vais terminer par un petit coup de cœur, alors vraiment modéré, mais quand même. Long Distance, un petit film de science-fiction que j'avais pas du tout vu venir, qui est pas prétentieux, qui est pas original non plus, mais j'ai passé. Des fois, t'as des, je sais pas pourquoi, c'est pas que l'œuvre proposée, tu pourrais pas vraiment argumenter pourquoi, par exemple, mais tu as tiré du visionnage beaucoup de plaisir. Voilà. Et ben, ce film Long Distance, quand je l'ai lancé, je prévoyais de éventuellement stopper au bout d'un quart d'heure. Non seulement je l'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai regardé jusqu'au bout vraiment. Voilà. C'est avec Anthony Ramos que j'avais beaucoup aimé dans Twisters, qu'on retrouve ici dans le rôle titre, d'un type qui faisait partie d'une expédition dans un immense vaisseau, voilà, qui est censé parcourir, on ne sait même pas combien de milliards de kilomètres dans l'espace pour se rendre sur une planète. Les passagers sont bien évidemment endormis, etc. Suite à, je crois que c'est un astéroïde qui percute l'engin. Alors l'engin, il fait la taille de 10 buildings, quoi. Une procédure de sauvetage s'enclenche et toutes les capsules où les passagers étaient donc endormis sont expulsées pour les protéger, puisque le truc va prendre feu, exploser, etc. Enfin, les trois quarts meurent quand même, et lui, il se retrouve échoué sur une planète inconnue, hostile, clairement, et il va devoir retrouver une nana qui elle aussi a survécu, dont il a capté en fait l'appel au secours, parce que voilà, elle est prisonnière, enfin c'est compliqué, mais elle a besoin d'aide et elle est assez loin. Donc il y a tout un trajet à parcourir pour la secourir, et sur ce trajet c'est que de l'inconnu, des pièges, et comme si ça s'était passé stressant, il lui reste assez peu d'oxygène. Donc en plus de ça, il est obligé de faire très vite. Donc c'est vraiment basique de ouf, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était sympa, ça se regardait vraiment sans déplaisir. Il y a quelques scènes, bon, il y a des créatures, il y a bon, rien n'est fabuleux, je sais pas comment conclure, quoi, mais je sais pas pourquoi j'ai passé un si bon moment à le regarder. Enfin bref, voilà, petit plaisir, voilà. Éventuellement je vous recommande. Donc voilà, et je vais passer aux questions reçues. Te souviens-tu généralement de tes rêves? Si oui, certains d'entre eux t'ont-ils marqué au point d'y repenser, parfois des mois, voire des années, mis à part les cauchemars dont tu nous as parlé dans la vidéo sur la maison hantée de Meudon? Bah moi en fait toute ma vie j'ai fait des cauchemars, ça fait que 2 ans à peu près que j'en fais plus, enfin j'en fais évidemment comme tout le monde, mais c'est devenu comment dire, une fréquence normale, alors que de mon enfance jusqu'à donc il y a 2-3 ans, les cauchemars c'était toutes les nuits, mais vraiment systématiquement. Et je le sais parce que je m'en souvenais, le matin ou au milieu de la nuit, parce que très souvent, enfin la norme, c'était que mes cauchemars étaient tellement violents qu'ils me réveillaient. Donc je me réveillais vers 2-3 heures, puis vers 5-6 heures, et du coup en sursautant, le souffle court, enfin vous voyez le genre, et avec mon cauchemar en tête. Donc c'est en m'en souvenant. Génial. Et donc voilà. Te souviens-tu généralement de tes rêves? Oui.
parce que quand j'étais adolescent, d'ailleurs je faisais toujours, j'avais des cahiers où j'écrivais mes rêves. Et j'avais beaucoup lu sur les rêves, mais vraiment des ouvrages sérieux, j'ai envie de dire, notamment sur les techniques pour s'en rappeler. Et donc, à force de pratique, je m'étais formaté, et du coup, quand je me réveillais le matin, le premier truc sur lequel je me concentrais, avant même de regarder la pièce où j'étais, etc., enfin vraiment dans les premières secondes, c'était aller récupérer le ou les rêves. Des fois, je m'en souvenais de 2 ou 3. Pendant que mon cerveau me permet en fait d'avoir un maximum de détails, des choses comme ça. Et je notais tout. Je faisais des croquis quand il y avait des flashs, et je notais. Et donc j'ai des cahiers comme ça, de trucs comme ça. Et ça marchait de ouf, hein. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que, sur 10 rêves, il y en avait 9 qui étaient des cauchemars, et que m'en souvenir et les immortaliser comme ça sur le papier, c'était pas forcément bénéfique. C'était intéressant au début, mais à un moment je me suis dit, mec, tu fais du mal, quoi. Donc voilà. Donc j'ai arrêté de faire ça. Mais oui, je me souviens généralement de mes rêves, même encore aujourd'hui, le matin, parce qu'en fait, je pense que j'ai gardé inconsciemment ce mécanisme du cerveau qui fait que dès que je me réveille, je me dis de quoi je rêvais. En fait, c'est dans la seconde, quoi. Et avec la pratique, c'est assez facile en fait de se souvenir de ses rêves. Donc voilà. As-tu été marqué à titre personnel par certains événements? Waouh, tu m'en cites 1 milliard. Pour reformuler les choses plus simplement, pardon. Après quels événements as-tu eu le sentiment qu'on changeait d'époque? Super intéressant comme question. Ma réponse va forcément être très personnelle parce que y a eu des événements où clairement, factuellement, on changeait d'époque, et moi ça m'a pas, enfin je dirais pas que je me suis battu les steaks, mais voilà, marqué à titre personnel. Le plus flagrant, c'est le 11 septembre, certainement, où là je me suis dit, là il y a un avant, un après, mais pour nous tous, et sans doute, alors à jamais, j'en sais rien, mais pour un long moment. Exemple d'ailleurs, c'est vrai qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait au moment où on a appris les attaques. Et pour ceux qui, comme moi, l'ont appris en plus en temps réel, c'est encore plus chaud, je pense, que quelqu'un qui aurait appris ça genre 2-3 heures après que les attaques aient eu lieu. Moi, par exemple, j'étais à la Fnac rue de Rennes, près de Montparnasse, je me souviens très bien, et j'étais jeune, et j'étais au rayon disque, ah, ça alors, au rayon heavy metal, bah, sans déconner, bon. Et tout d'un coup, je vois les gens qui se précipitent, enfin migrent tous vers les escalators et descendent, et je me dis mais putain, enfin en chuchotant en plus, enfin tout le monde parle, l'air inquiet, préoccupé, et ils se barrent. Et je me dis et on évacue le bâtiment, je comprends pas en fait. On est plusieurs comme ça à se regarder, genre what, qu'est-ce qui se passe? Et comme on n'entend rien, il n'y a pas de message qui nous dit de sortir, tu vois. Je suis un peu perplexe, et puis comme t'es curieux, t'es un peu inquiet, du coup on suit le flux quoi des gens, et donc je descends les escalators, et à grande surprise, au lieu de sortir dehors dans la rue, je vois qu'ils prennent les escalators pour aller au sous-sol. Mais tout le monde. Et au sous-sol, c'était le rayon à l'époque, hein. Dans cette Fnac là, c'était le rayon des téléviseurs, et il y avait donc voilà 1 milliard de téléviseurs, hein, exposés. Et c'est là qu'étaient tous les gens entassés comme dans une mini salle de concert où t'aurais voulu faire rentrer beaucoup trop de monde. Et le son était à fond, et c'était, je sais plus quelle chaîne d'infos, quoi. Et le premier avion venait de se crasher quelques minutes plus tôt, et ils étaient en train de parler, etc. On a eu le deuxième, et après on a vu le mouvement de panique, le Pentagone, et puis les hypothèses aussi. Enfin, et là je me souviens que il y a eu un sentiment d'effarement, d'incrédulité. Je me rappelle aussi qu'il y avait pas mal de gens qui avaient super peur, parce que c'était tellement fou ce qu'on voyait, que une fois qu'il était clair que c'était une attaque et pas un double accident, enfin triple même avec le Pentagone. On se disait que politiquement, si les États-Unis étaient attaqués, la France, on allait s'en prendre plein la gueule également. Et il y a des gens qui pensaient que ce serait imminent, parce que c'était un truc qui était... Enfin, il y a eu un moment comme ça où les attaques terroristes de ce type, ils essayaient de faire simultanément dans plusieurs endroits. C'était évidemment plus impactant pour tout le monde. Voilà, il y avait, je me souviens de personnes, par exemple, qui pensaient très sérieusement que une attaque sur la tour Montparnasse, qui était donc juste à côté de nous, allait potentiellement survenir dans les minutes qui venaient, quoi. Et c'était super sérieux, hein, donc, et je me souviens même que du coup, après, quand on est sorti, c'était effectivement un peu la panique à Montparnasse, à cause de la tour, en fait. Ah putain, c'était horrible. Mais donc bref. Et là, là vraiment, ouais, là je me suis dit, c'est chaud.
et ça va rester chaud pendant longtemps, on change d'époque, je pense. D'ailleurs, ça me fait rebondir l'élection de Trump aussi, je me suis fait cette remarque. Pas tellement pour des raisons politiques, droite-gauche, machin, vous savez ce que je pense de la politique, mais pour des raisons de caractère, de personnalité. Je me dis aussi que ouais, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, est-ce que ça aurait été possible? Tu vois, l'élection au sommet du plus puissant pays de la planète, d'un homme quand même comme Donald Trump, vraiment, je parle vraiment au niveau du caractère, hein, pas les idées, c'est encore autre chose. Voilà, à part ça, bah Internet évidemment, mais Internet c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que oui, on changeait d'époque, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Parce qu'au début d'Internet, moi je me souviens, les gens disaient c'est fabuleux parce que c'est encore mieux que le Minitel. Voilà, c'était mignon. On n'avait pas conscience que ça allait mais tout changer, vraiment, et alors en profondeur. Voilà, d'ailleurs, voilà, et la mort du support physique, par exemple, pour la musique, tout ça, quoi. Ça aussi, je me suis dit, enfin, quand je m'en suis rendu compte que c'était vraiment définitif, que les disques refermaient les uns après les autres, et que c'était pas que en France, c'était sur la planète, je me suis dit, ouais, putain. Et donc voilà, la mort de Michael aussi, je me suis rendu, personnellement, vraiment pour moi, quoi, on change d'époque. Mais alors que non, enfin, c'était l'époque, enfin, ce que représentait Michael Jackson était déjà un peu mort en réalité, mais lui était toujours là. Voilà. Et quand il est parti, c'était chaud. Et puis bah, là encore plus récemment, la cancel culture. Tu te dis, là on change d'époque encore. Je précise bien, la cancel culture, quoi. Le côté décomplexé de la cancel culture, quoi. Qui t'impose des codes, t'interdit des codes, et c'est je suis une bonne personne, toi non, si tu ne partages pas mes points de vue, et puis voilà, je t'interdis c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Oh putain, bref. Donc voilà, en gros. Tu nous as parlé de ta rencontre avec le regretté Christophe, ça m'a fait penser à l'étrange histoire de la disparition de son beau-frère Alain Can, je sais pas. Avais-tu suivi cette affaire? Absolument pas. J'ai entendu vaguement parler à l'époque où il a disparu, quoi, de qui c'était, mais sans plus du tout. Quel est ton niveau d'attente du nouvel album de Cure? Ouais, vous avez été pas mal à me poser ces questions, et d'ailleurs depuis hier, vous êtes pas mal aussi à me faire des petits PM en mode alors Alex, t'as écouté, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas encore écouté parce que j'attends le retour de mon épouse qui n'est pas là. Et qui voilà, du coup revient ce soir, et je voulais pas découvrir l'album, enfin je voudrais écouter l'album avec elle parce que c'était une immense fan de Cure, mais immense, hein, bien plus que je ne l'ai jamais été par exemple. Alors fan déçu, hein, voilà, c'est-à-dire qu'à partir de One Mood Swings, un peu comme pour beaucoup de fans de Cure, on estime que c'est voilà, plus possible, mais bon voilà, à cet album là voilà, moi j'en attends beaucoup, tout en sachant que mes attentes sont plus les mêmes que celles que j'avais quand j'étais ado, enfin tout ça évidemment, mais l'album semble excellent, il a des notes mais incroyables, enfin franchement, parce que par contre je vois passer les critiques professionnelles principalement, et c'est que du 5 étoiles sur 5, enfin mais c'est vraiment, je pense que ça fait très longtemps que Cure a pas eu d'aussi bonnes critiques dans les médias de façon unanime, quoi. J'ai pas vu un seul retour qui soit pas dithyrambique, c'est quand même spectaculaire, on va dire. Donc ça fait plaisir. Après, titre personnel, niveau arrangement, niveau même structure des morceaux, je suis pas certain qu'il va me toucher autant que voilà un Disintegration, tout ça, pour plein de raisons. Mais clairement, l'homme a l'air très bon. On parle souvent de Bowie, Michael Jackson comme taulier pour la pop rock, mais que penses-tu de Elton John, un pur génie pour moi? Alors tu ne vas pas être abonné, mais Elton John, j'en ai parlé assez longuement il y a quelques JDV, je sais plus il y a combien de temps. Et ouais, pour moi, mais totalement génie, un compositeur, un mélodiste, mais incroyable et novateur aussi. C'est-à-dire que là où ta comparaison avec Bowie est justifiée, c'est que c'est des mecs qui ont vraiment tenté des trucs avant les autres et qui du coup sont devenus des influences monumentales pour tellement d'artistes par la suite, quoi. Et parfois avec des influences étonnantes, hein. Enfin, moi, il y a plusieurs stars du heavy metal, tout ça, enfin qui adorent Elton John et surtout disent que il a joué un rôle quand ils étaient gamins dans leur amour de la musique et tout quoi. Donc ouais, après Elton John, il est devenu un peu une caricature de lui-même, il a fait des trucs un peu bof quoi de temps en temps, mais je trouve quand même que régulièrement il fait des choses magnifiques à nouveau. Son duo qui a quoi 2 ans, 3 ans peut-être maintenant, avec Ozzy Osbourne, était à pleurer tellement c'était beau. Enfin voilà, non, moi j'aime énormément Elton John, immense respect, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, par contre j'ai jamais été fan, c'est-à-dire que j'ai jamais eu les albums d'Elton John et tout.
Mais il y a tellement de chansons de lui que je trouve extraordinaires que oui. Que penses-tu de l'actrice Corinne Maziero, son fait d'arme principal? C'était donné un spectacle lors des Césars en 2021 ou 2022. Je ne voyais absolument pas qui c'était. Je suis allé regarder sur Google. Je n'ai toujours aucune idée de qui c'est. Elle a joué dans des trucs, je n'ai rien regardé mais normal, hein. Enfin bon, il y a des téléfilms, des séries, je sais pas quoi. Enfin, donc voilà. Oui, alors j'ai vu juste que effectivement ils ont l'air de dire que elle est connue pour, enfin c'est une grande gueule quoi. Donc elle fait des dramas. Apparemment elle est assez vulgaire en plus, donc enfin volontairement je veux dire. Donc elle est très politique, quoi. Enfin elle parle énormément de politique. Bref, comme vous vous en douterez, ça m'a pas du tout donné envie d'approfondir. Donc voilà, j'en pense rien, donc hein, je ne la connais pas du tout. Et du coup, bah, je m'en fous complet, quoi, hein, en réalité. Mais enfin, le peu que j'ai lu, ça m'a pas du tout donné envie de la connaître davantage, quoi, si c'est pour te répondre, quoi. Que penses-tu du dernier boutonnage à Cool Croquant? Bah, c'était pas bon, un peu. Ça fait de la peine, hein, mais autant Giorgio, moi j'ai aimé, mais autant Jacques le Croquant, j'ai compris qu'il se fasse un peu défoncer, même si lui ont tapé dessus beaucoup trop fort, je trouve. Le film était raté, hein, vraiment. L'acteur qui jouait Jacques le Croquant, là, oh, il était pas bon, il jouait vraiment pas bien, hein. Enfin non, mais j'étais déçu, quoi. Mais après j'ai vu, ils l'ont lynché, quoi. Et ça fait de la peine parce que je pense que Boutonna, avec Jacques le Croquant, il a vraiment cru qu'il allait se faire pardonner de Giorgino, et que du coup il s'est freiné dans ses pulsions vraiment artistiques, personnelles, de noirceur, et il a fait un truc un peu lumineux, léger presque, on a envie de dire un film d'aventure léger, grand public, voilà, tu peux emmener tes gosses, ta grand-mère, tout quoi. Sur le papier ça devait marcher quoi, mais il a foiré son film, hein, vraiment, hein, c'est pas bien. Et là ça a été voilà, c'est le en plus ça avait coûté cher je crois, donc c'est là quand ce truc-là est sorti, quoi, c'est là, et lui-même il l'a dit d'ailleurs très sincèrement, il a dit là ma carrière de réalisateur c'est terminé, on me donnera pas une troisième chance, quoi. Et ouais, c'est ce qui s'est passé, effectivement, on lui a pas donné une troisième chance. En même temps, voilà, deux films très différents, hein, et deux très très gros échecs, donc bon, voilà. Mais je maintiens que je pense que dans d'autres circonstances, Boutonna, ça aurait pu être un réal de long métrage, parce que bon, réal de clip de génie, ça c'est plié, tout, voilà, on est d'accord. Mais je suis sûr que ce mec-là pourrait faire des beaux films, encore, je veux dire. Mais voilà. Je ne sais plus si tu as déjà dit que tu avais lu Lovecraft. Si oui, qu'en penses-tu? Alors, tu dois être un abonné assez récent, parce que Lovecraft, je casse les burnes de tout le monde avec ça depuis toujours. Donc j'en ai longuement parlé dans un JDV, mais je sais plus c'est lequel malheureusement, et il commence à y avoir beaucoup de JDV, où je montrais toute ma collection, tous mes bouquins, enfin même tout, enfin... Et je parlais de ma relation avec Lovecraft, mais voilà, donc je ne voudrais pas tout répéter parce que les abonnés vont dire il est en boucle. Mais en gros, c'est des Lovecraft, sincèrement, il est dans mes 3-4 auteurs préférés de tous les temps. Enfin, c'est un de ceux qui m'a le plus impacté et un de mes favoris tout court. L'écriture de Lovecraft, hein, pour moi, c'est quelque chose de totalement inouï, quoi. Donc voilà, je le mets vraiment au même rang aujourd'hui, quoi, que son idole Edgar Poe, même si il y a des différences, mais voilà. As-tu vu qu'un inédit de Rat qui date de 1984 est sorti récemment? Ouais, c'est quand ils ont réédité leur premier album, enfin le premier vrai album de Rat, Out of the Cellar, et j'étais tout fou et j'étais tellement confiant, et malheureusement j'étais déçu. Ouais, je trouvais que la chanson est vraiment pas bonne, elle est pas intéressante, et c'est fou de dire ça parce que Rat, il y a très peu, mais très peu de chansons dans toutes leurs discos que j'adore pas. Donc les chances pour que j'aime pas cet inédit, elles étaient minimes. J'ai vraiment pas eu de bol. Et vraiment la chanson n'est pas terrible. Je comprends complètement qu'il l'ait laissé de côté à l'époque. C'est un petit truc qui me dérange en plus, c'est que les arrangements, c'est pas du Rat tel qu'on le connaît. Il n'y a pas de basse en avant, la batterie elle est pas chaude comme d'habitude. À un moment je me disais c'est parce que c'est un son de démo, mais en réalité Rat, j'ai déjà entendu des démos et bah il y a quand même déjà la basse très en avant, enfin donc voilà. Et là quand t'écoutes ça, même dans les sons quoi, c'est pas Rat quoi, je sais pas pourquoi. Donc et surtout non, j'ai pas trouvé ça bien quoi. Bon, tant pis. J'ai revu ce très bon film d'horreur qui doit te parler aussi, Le Bon Fils, que j'avais découvert à l'époque en VHS, l'occasion de découvrir Macaulay Culkin à contre-emploi et particulièrement angoissant, un film très efficace, marquant, qui donne à réfléchir, je trouve. Alors Le Bon Fils, j'en ai déjà parlé en vidéo, notamment dans ma vidéo sur les films d'horreur que j'ai en DVD, et j'en ai même reparlé. Alors là par contre très longuement chez l'ami Dirty Tommy quand il m'avait invité pour
sélectionner des films des années 80-90 qu'on adore, mais qui ne sont pas cultes, quoi, qui sont pas hyper connus, enfin pas autant que les grands classiques et tout, qu'on cite toujours, quoi. Et personnellement, j'avais choisi, alors je sais plus, 2-3 films, donc, hein, et dedans, il y avait Le Bon Fils, que j'adore et que je défends très régulièrement, qui pour moi est un excellent film d'horreur, mais pas que, c'est aussi un film, enfin, c'est un drame tout court, quoi, qui rappelle beaucoup Damien, la malédiction, etc., mais vraiment, enfin, je trouve que il est très bien, quoi, et il est très dur, j'adore sa thématique, mais j'adore aussi la façon dont il l'aborde, et la fin aussi est géniale, et Macaulay Culkin est extraordinaire. Sauf erreur, c'est le film d'ailleurs qui avait fait comment dire une forme de chantage. C'est-à-dire qu'ils avaient Macaulay Culkin voulait tourner dans ce film. Le studio ne voulait pas le financer parce que Macaulay Culkin c'était Maman j'ai raté l'avion et que ce film-là évidemment allait casser cette image. Et ils ont dit on accepte avec ses parents de faire Maman j'ai raté l'avion 2 si vous financez et on sort, enfin on tourne Le Bon Fils. Et du coup, le film a été fait. J'adore ce film. Donc, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, mais alors, enfin, bon, je dis régulièrement, c'est marrant que tu m'en parles, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que c'est pas par moi que tu m'en parles, quoi. Au sujet de Tim Burton, j'ai cru comprendre que tu aimais son travail. Que penses-tu de son plus grand film, Edward Main d'Argent? Ah bah pareil, j'en ai déjà parlé, évidemment, parce que mais j'en parlais même un petit peu en début de vidéo, du coup. Edward Main d'Argent, pour moi, c'est de très loin le plus grand film de Tim Burton, et ce sera, je pense, le cas, voilà. C'est plié, quoi. C'est là où il y a vraiment un équilibre incroyable entre légèreté, mais légèreté un peu cruelle, un peu amère, et poésie, enfin, et en même temps dureté. Enfin, il y a ce film, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, voilà. Vraiment, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Tim Burton. Il y a plein de films de Tim Burton que j'aime beaucoup. Alors, il y en a forcément un ou deux autres, mais pour plein de gens, je veux dire. Mais pour moi, il y en a qu'un des chefs-d'œuvre, vraiment. C'est Edward Main d'Argent. C'était la dernière question de cette sélection, donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.